Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. À l'occasion de la disparition de l'opposant historique camerounais Nidjon Foundi, nous avons bien voulu venir échanger avec un des militants, un des acteurs de la première scène au Cameroun. Et nous voulons savoir qu'est-ce que Foundi nous lègue comme héritage dans une telle circonstance. Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, Social Democratic Front, était-ce un parti socialiste au sens idéologique du terme? Ou alors c'était un concept d'emprunt juste? Je préfère m'en tenir à la deuxième alternative. Pour être fidèle à une critique que je me suis imposée et même à une autocritique qui doit nous être commune. Socialisme, capitalisme, sociodémocrate, je crois que ce sont des emprunts dangereux qu'on a un peu rapidement avalisé, épousé, et dans certaines circonstances d'ailleurs imposé au peuple opprimé comme condition pour les intégrer dans des réseaux mafieux du colonialisme et de l'impérialisme. À mon avis, ces concepts ne sont pas différents de Rose-Croix, franc-maçonnerie, ainsi de suite, que je ne critique pas, j'ai rien contre ces confréries ou ces organisations, mais je pense que ce sont des institutions civiles d'émanation étrangère, occidentale, qui en réalité épousent des cadres de vie qui ne sont pas les nôtres, qui s'appuient sur des notions et concepts, sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui affirme et réaffirme et consacre en réalité des rapports de force qui nous sont complètement étrangers. Disons tout simple, le SDF, le Social Democratic Front, était et demeure, parce qu'il existe toujours, c'est un parti nationaliste. C'est un parti camerounais, africain, un parti politique qui s'est en réalité d'abord développé comme un mouvement de contestation davantage qu'un mouvement politique en réalité. D'ailleurs, quand on dit Social Democratic Front, ça sied bien à ce que ce parti a été dès le départ. Et à mon avis, qu'il n'est plus totalement, mais qui demeure quand même un berceau de rassemblement et d'émancipation des populations camerounaises. Est-ce qu'on peut dire de Foundi qu'il était nationaliste? Ah oui, je peux le confirmer pour le connaître, pour l'avoir vécu, pour être resté très proche de lui comme un fils, même comme un collaborateur, si vous voulez, même comme un confident. Vous savez, j'ai suivi beaucoup de choses depuis qu'on a annoncé sa mort. Et 90% des personnes sont dans l'erreur. Des gens qui l'insultaient il y a moins d'une semaine se sont retournés. J'ai entendu certains dire ça a été un grand monsieur, un grand homme d'État, un grand nationaliste, un patriote. Malgré ses errements, il n'y a eu aucun errement, pas du tout. Si vous voulez, en un seul mot, en une seule phrase, on dirait c'est tout l'héritage de Foundi porte la marque du dogmatisme au départ et du pragmatisme à l'arrivée, si vous voulez. Ça, c'est très important. Le SDF naît sur une espèce de dogmatisme, pas voulu d'ailleurs, obligé. Et c'est pour cela que sa propulsion dans l'arène mondiale
avec une étiquette de socialisme ou de social-démocrate, est même pas une vision, c'est un constat de ce qu'en réalité, c'était d'un populisme mesuré, si vous voulez. C'était d'un populisme contextuel et qui, effectivement, par la suite, a dû s'adapter. Frondier était profondément nationaliste. La magnificence de ce qui fait l'homme, de ce qui le contextualise positivement dans l'histoire de notre pays, dans le panthéon camerounais, il faut se représenter ce que nous vivons en 90 en réalité. Paul Biya arrive au pouvoir depuis 82. C'est un homme d'État, un haut commis, d'abord un qui y est arrivé, il faut souvent le dire, pour son intégrité et pour sa loyauté à l'égard envers Ahidjo. Et puis, un administrateur, un gestionnaire qui a vécu dans le système, il connaît les attentes du peuple camerounais. On a avancé, mais il faut qu'on avance plus. Il parle de rigueur, de moralisation, il parle d'ouverture. Mais en réalité, à l'époque, tout le peuple camerounais est encore enchaîné. Des moutons qui ont enlevé la corde, mais qui n'osent pas bouger. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, on tarde à faire les véritables réformes. La Constitution dit bien que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Ça veut dire que de fait, le multipartisme existe. Il n'y avait même pas besoin de refaire des réformes pour consacrer le multipartisme. Il existait, il a toujours existé. Mais personne n'ose. Hein. Vous savez, on sort d'un pouvoir très fort, on est encore un État autoritaire, autocratique. Il a fallu créer toutes les institutions, mettre fin à la rébellion, réduire les nationalistes par tous les moyens, y compris par des assassinats et des meurtres ignobles, au silence. Et puis, la machine camerounaise est debout. Mais simplement, c'est dans la torpeur. Il y a les faux chivés, il y a tout ça. Et quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui quand même est sûr d'être dans son bon droit, se lève. Il se lève où en plus, dans une partie du pays où on a déjà quelques remous, quelques dissensions sur la manière dont le pays est géré. Il y a déjà des contestations sur le référendum de 72. C'est encore feutré, mais c'est sensible. Ces éléments permettent quand même que l'on se dise on peut avoir quelque chose, on peut avoir une surprise, si vous voulez. Déjà parce que en peu de temps, quelques individus du pouvoir ont posé des actes ou fait des déclarations, se sont comportés de manière à dévoyer un peu tout le programme du chef de l'État sur la rigueur et la moralisation. Donc, vous avez les intellectuels qui sont en ébullition, le débat sur le politique et l'intellectuel a lieu à l'université dès 88, vous savez très bien ça. Ça bouge un peu de partout. Et puis, quand même, les services de renseignement ont pris acte, sont préparés, et les notes circulent. Il faut faire attention. La vieille machine, d'ailleurs, répressive, a repris du boulot. Les faux-chivés ne sont pas morts, ils sont là. Ahidjo est parti, Biya est venu avec des idées nouvelles, c'est vrai, mais la machine est en place. Ces mouvements diffus de contestation qui se réveillent, à l'université, on le sent un peu partout, font que le pouvoir se braque un peu. Il faut qu'on se prépare à répondre à des attaques, à des soulèvements. Donc on a le défilé du 20 mai, avec toute sa symbolique, mais ce 20 mai, là, 1990, n'est pas comme tous les 20 mai, parce que nous faisons défiler sur le boulevard du 20 mai, justement. Il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, ou pour nos auditeurs étrangers, que le 20 mai, ça renvoie au 20 mai 1972,
quand on a mis fin à l'État unitaire, pour créer le Cameroun, un seul Cameroun, l'État unitaire après avoir mis fin à l'État fédéral, qui sortait de Fumban, ainsi de suite. Tout un processus, voilà à quoi renvoie le 20 mai. Alors, ce défilé du 20 mai, c'est la plus grande manifestation, l'événement phare qui magnifie le nationalisme, la puissance, l'existence, l'identité, l'anthropologie politique. Et là, on a pour coutume de montrer les muscles, mais cette fois-là, on montre vraiment les muscles. Et on dit aux commentateurs, on leur a soufflé, il faudra être dur dans vos commentaires, il faut dire aux gens qu'on va taper dessus si quelqu'un bronche. C'est ce qui se passe le 20 mai. Mais 6 jours après, quelqu'un qu'on n'attendait pas, qu'on ne connaît même pas, on apprendra seulement après que c'est un libraire à Bamenda, et a créé un parti politique, le SDF. Et le parti est lancé en dépit du fait que la ville est militarisée, qu'on avait mis les gens en garde et tout. La réaction est très brutale, il y a 6 morts. Les médias nationaux diront que c'est des gens qui ont été piétinés, mais en réalité, c'est 6 morts par balle. Il y aura une autre campagne pour dire ah mais ça c'est des gens qui sont venus du Nigeria, c'est pas des Camerounais et tout, simplement parce que là aussi, vous savez, en politique la symbolique est importante. Moi j'aurais pas conseillé, si j'avais été dans ceux qui à l'époque décidaient des emblèmes du FDF, de prendre les couleurs vertes et blanches, parce que effectivement ce sont les couleurs du Nigeria. Du coup ça donne un autre argument aux médias, appuyés par des services de renseignement cyniques qui disent regardez même le drapeau, c'est des Nigérians. Alors, voilà d'où vient Fundi en réalité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, d'abord, il n'a pas été arrêté, le SDF a effectivement été créé, un parti politique d'opposition a été créé, qui défie le pouvoir, qui dit on veut le changement, ainsi de suite. Et ça devient le révélateur pour le peuple camerounais. Ça devient l'événement qui a brisé la corde réellement. Ça devient, même pour le président Paul Biya, en réalité c'est une réalisation, puisque les fondateurs ne sont pas inquiétés, on les connaît très bien. Le principal animateur, le président Fundi, n'est pas inquiété, mais du coup même en réalité, au lieu de simplement constituer le défi, il devient un événement qui crédibilise effectivement les ambitions du président de la République pour le multipartisme, pour l'ouverture, pour la transparence. Mais ça, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui transparaît. Maintenant, votre question c'est, est-il vraiment nationaliste? Attendez, je pense qu'on ne peut pas être plus nationaliste, si vous voulez. On ne peut pas être plus nationaliste parce que il faut quand même, je vous ai situé le contexte parce que quand je parle de situer le contexte, je suis moi-même dans ce contexte, si vous voulez. Je rentre en 84 et avec tout mon passé de militant, des partis de gauche, des syndicats à l'étranger, je suis immédiatement dans la mouvance et je peux vous dire que c'est travailler dur, ça cravacher dur dans les cercles intellectuels, partout, si vous voulez. Et on profitait effectivement de cette lancée, de cette nouveauté, de ces ambitions, de ces intentions annoncées, déclarées, démontrées par le chef de l'État. Vous savez très bien que quand je parle de débat, une série de conférences ont lieu en permanence. Moi-même, tout en étant diplomate au ministère des Relations extérieures en service et responsable, je donne au moins une conférence par semaine. C'est quelque chose de terrible. Et il y a des associations, des gens comme Luc Sinjoun, actuellement, l'actuel conseiller spécial à la présidence, Christian Wangé, qui est décédé et tout, sont des leaders estudiantins extrêmement, je dirais pas brillants, mais actifs. Au sein de l'université, il y a une bonne 50aine de clubs
Il y a le club UNESCO, que les deux là d'ailleurs animent. Il y a des clubs à la faculté de droit, à la faculté des sciences et tout. On nous invite tout le temps pour des conférences. Puis il y a le fameux débat. Ambroise comme Monunjana, Kamto et tout, Luc Sinjun Pokam, qui donnera d'ailleurs lieu à quelques remous, parce que au cours d'un débat, justement, Maurice Kamto affirmera que l'avènement du chef de l'État à la tête du pays était illégitime, que la transmission du pouvoir de cette manière-là était illégitime, c'était inconstitutionnel et tout. Ça lui vaudra ce jour à la BMM, vous savez très bien. Et puis, après, vous avez les affaires Monganjawe. C'est dans toute cette mouvance, si vous voulez. Il faut un porteur. Quand il faut un porteur, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui ait la clé de la mécanique. Et la clé de la mécanique, à l'époque, qui sonne comme le Toscan de rassemblement, c'est Nidjon Froundi. En fait, c'est lui qui rallume le nationalisme camerounais. C'est lui qui rallume les torches. C'est lui qui porte la voix. C'est vers lui que concourt ou que converge, en réalité, tout ce qui exprime une revendication pour un pays meilleur, pour une société nouvelle, pour une vraie rigueur, pour une vraie moralisation. Il est la critique de la critique des critiques des critiques. Voilà qui est Froundi à l'époque. C'est un nationaliste éprouvé, je dirais même au-delà de ça, malgré lui, parce que il l'est, mais sans en avoir la quintessence ni la maîtrise dans la compréhension et la formulation idéologique et doctrinale, qu'il a, est l'œuvre des intellectuels que nous sommes, et qui allons un peu plus vite que lui, d'ailleurs, je ne dirais pas intoxiqués, mais formatés, élever la conscience de l'opinion publique, mobiliser les masses populaires, parce que dans notre projet à l'époque, ça il faut le révéler ici, nous avons l'ambition de créer des associations partout et des syndicats également. Et ici on le fait parce que quelqu'un, Nidjon Froundi, représente celui qu'on ne peut pas toucher, qui d'ailleurs va servir en tant que de besoin l'expression de tous ces courants-là au plan international. Et il fallait bien se référer à quelque chose, c'est pour ça que l'idée de l'internationaliste apparaît, et il joue un autre rôle qu'il faut révéler ici aujourd'hui, c'est que Bamenda devient un peu le refuge de tous ceux qui sont pourchassés, qui l'hébergent carrément chez lui, directement, et ça, il faut lui savoir gré aujourd'hui, ça c'est très important. Je ne vous citerai pas les noms, mais nous avons parfois été réveillés à 2h le matin pour dire on va arrêter un tel, et il y a un tel, la maison est surveillée depuis quelques semaines, il faut qu'il quitte rapidement Douala ou Yaoundé. Et puis on trouvait le moyen de le faire arriver à Bamenda, et puis il était en sécurité. Professeur, quel rôle pour le discours de la Bole dans cette ambiance de 90? Oui, c'est bien vous poser une question, parce qu'on pourrait d'ailleurs aller plus loin, on pourrait rentrer en arrière pour dire quelle place pour la glasnost et la perestroïka, quel impact, n'est-ce pas, de l'effondrement du mur de Berlin, et quelles conséquences par rapport à la réunification de l'Allemagne, la fin du pacte de Varsovie, ainsi de suite, tout le travail d'ouverture avec quelques échecs de Mikhail Gorbatchev. Voilà le redimensionnement des relations internationales et des rapports de force dans l'ensemble. Comment s'imprime la marque camerounaise, ou comment, en étant une marque spéciale qui concourt à donner au monde entier une nouvelle vision, une nouvelle orientation, comment cette marque impacte l'évolution du Cameroun avec l'avènement de Froundi. Est-ce que Froundi, en réalité, est un produit de la Bole? Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu la Bole? Écoutez, je crois, j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, parce que les gens vous disent Biya, Paul Biya, c'est l'émanation du changement en France, l'arrivée socialiste au pouvoir. Non, je pense qu'il faut pas se tromper complètement, non. Je peux vous dire, après d'énormes recherches, c'est très important,
s'il y a eu au moins un chef d'État, parmi les chefs d'État africains, qui a été authentiquement nationaliste, je dis bien authentiquement, c'est vrai, les Français ont joué le rôle qu'ils ont joué dans l'avènement d'Ahidjo, mais le caractère de l'individu de ce monsieur ne permettait pas, ne laissait pas la place à beaucoup d'interférences internationales. Ça, c'est fondamental. Donc, Paul Biya est exactement le produit d'une constellation de facteurs et de paramètres construits dans la gestion du pays, dans la compréhension politique de ce que Ahidjo, n'est-ce pas, en lui-même pensait, croyait et voyait. Ce n'est pas la résultante de la Baule ni d'un complot de Mitterrand, tout ça. Non, absolument pas. Et ça me permet de vous dire donc que non. Il ne faut pas aller chercher loin comme ça quand on parle de Nidjon Fundi. Ça, c'est extrêmement important. Exactement comme j'ai fait un peu le topo tout à l'heure. Le discours des 82 de Paul Biya, ça, je reviens parfois dessus. Quand, après avoir fait le tour du pays, et que sur le parvis, l'hôtel de ville à Yaoundé, il dit c'est par hasard que je suis né dans le Sud. Hein, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il plante le décor contre ce que nous vivons aujourd'hui, le discours tribal, la haine ethnique, et ainsi de suite. On va y revenir. Alors lui, c'est le comportement de quelqu'un du système, qui sait exactement ce qui ne va pas dans le système, qui sait où est ce qu'on a fait, qui sait jusqu'où on est arrivé, qui sait où on se trouve en ce moment, et qui mesure, qui comprend les attentes quand il fait ce discours-là. C'est fondamental. Et Fundi, comme je vous le dis, Fundi et ça me fait mal quand j'entends certains compatriotes anglophones aujourd'hui essayer de le critiquer. Mais ils ont tort. C'est Fundi qui lève le couvercle de la marmite, qui permet même d'ailleurs à l'époque de comprendre, de réaliser l'ampleur, la densité, l'immensité des frustrations que nos compatriotes des deux régions développaient sournoisement depuis l'effacement de Fumban. Parce que 1972, le référendum de 72, c'est l'effacement de Fumban. Je pense qu'il faut de temps en temps être assez honnête. Ce qui a été construit en 61 à Fumban a été tout simplement éradiqué, c'est beaucoup plus simple de le dire ainsi. En 72, il y avait le référendum qui s'est tenu dans le même contexte que nous connaissons, c'est-à-dire que dans un contexte où nous avions un pouvoir autocratique, un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui avait le droit de vie et de mort. Ce n'était pas une si mauvaise chose pour notre pays, d'un point de vue institutionnel, si vous voulez, d'un point de vue de l'organisation et de l'orchestration de son développement et de son avancée vers la modernité. Ce n'était pas une si mauvaise chose. C'est la façon dont elle a été faite. C'est l'instrumentalisation politique que ça représente pour certains de nos compatriotes des deux régions qui est un problème. Alors, tout ça existe, si vous voulez. Soit idiot, ça ne peut pas s'exprimer comme ça, si vous voulez. Et Paul Biya arrive et puis il vous dit, j'ouvre le pays. Nous pouvons débattre. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on fasse la rigueur, la moralisation, qu'on fasse la transparence, qu'on fasse la démocratisation, si vous voulez. Fundi est comme un oiseau qui sort du mouchoir. C'est très important, mais préparé, formaté et organisé par Paul Biya. Ce n'est pas... la Baule n'a rien à voir là-dedans, si vous voulez. À la limite, la Baule n'a conduit l'Afrique nulle part, puisqu'on a vu Mitterrand a fait pire, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, sur beaucoup d'autres choses, il s'est montré internationalement beaucoup plus actif, plus proche, mais je suis en France, je suis étudiant, je vis Mitterrand, je le vois arriver au pouvoir, j'étais dans les organisations de gauche, les syndicats, le Parti communiste et tout, les organisations estudiantines. Je sais ce que sont les socialistes. Ils sont sur le plan de l'approche intellectuelle bien, bon,
si vous voulez, très proche des pays de la périphérie qu'on a appelé tiers-mondistes, qui est dépassé aujourd'hui. Mais d'un point de vue pratique, ils sont pires, si vous voulez, que la droite. On préfère, pour des gens qui ont une compréhension idéologique avancée, la droite classique, pure et dure. Chirac a été un meilleur ami de l'Afrique que François Mitterrand, pour tout vous le dire. Les gens qui ont fait les choses un peu la transparence, la magouille, dans la mafia, mais une mafia organisée, orchestrée, consensuellement établie. Alors que le socialiste, c'est un discours et une pratique complètement différente. Donc, il n'est pas... D'ailleurs, il n'aurait jamais pu inspirer Paul Biya, en dépit de ce qu'on a considéré comme une erreur, si vous voulez. Cette déclaration du chef de l'État sur le perron de l'Élysée, où il se laisse piéger par un journaliste. Et sa réponse est qu'il était le meilleur élève. Bon, si vous voulez, je pense que replacer dans son contexte, analyser très bien, on peut comprendre ce que ça voulait dire au-delà des autres interprétations. Mais ça, vraiment, j'insiste là-dessus, laissez la boule de côté, c'est une trop grosse proclamation parce qu'il n'y a pas que la boule, il y a le discours de Canquin. Pour ça, je pose la question, et ça aide le téléspectateur qui nous regarde, et les élèves et les étudiants à qui on enseigne l'éducation à la citoyenneté. Parce qu'on nous dit que le multipartisme est arrivé en Afrique autour des années 90 à la faveur du discours de la bolle. Donc, beaucoup ont grandi en sachant que l'effort démocratique que nous avons actuellement n'était pas du fait, tel que vous nous le décrivez, de nos intellectuels, des débats sociaux, mais davantage quelque chose qui nous aurait été donné de Paris. Mais c'est l'inverse. De la France. Mais c'est l'inverse, si vous voulez. C'est complètement l'inverse. Alors là, il faut qu'on le sache. L'Afrique a toujours été multipartiste. La scène politique, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Togo, au Burkina, et encore ne parlons pas du Cameroun, a été multipartiste. Ouais. C'est très important. Au contraire, devant le constat de l'accélération de l'émancipation des populations à travers le multipartisme, le colonisateur et impérialiste, n'est-ce pas, occidental, a tout fait pour tuer le multipartisme. Ça, c'est important de le signaler. Et ce n'est pas eux qui sont venus nous enseigner le multipartisme. Ça existait, si vous voulez. D'ailleurs, même lorsqu'on parle de 82, Paul Biya ne dit pas qu'il crée ou qu'il invente le multipartisme, si vous voulez. On consacre simplement, on remet en route, on rallume, on donne vie à quelque chose qui objectivement existe dans notre culture, dans notre pratique politique. Il y a eu l'UPC, il y a eu l'André Maribida, il y a eu le Bloc démocratique camerounais, il y a eu l'Indiné et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Il faut enlever ça de la mémoire de notre jeunesse et même de certains intellectuels. Oui. Alors, écoutez, pour tout reprendre aujourd'hui, l'Occident travaille à détruire effectivement la pratique multipartiste, la libération de l'opinion, la pluralité de l'opinion en Afrique. C'est à cela que l'Occident travaille. Et vous savez très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont éteint, liquidé, assassiné à chaque fois ceux qui portaient contradiction à leur politique ou qui se mettaient en travers des régimes dont ils avaient instrumenté l'émergence. Professeur Nidjon Fundji, opposant radical ou tempéré, opposant radical dans un premier moment et ensuite tempéré, comment est-ce qu'on peut lire sa trajectoire en tenant compte du fait que pour ceux qui nous écoutent, pour la majorité des Camerounais et Africains, on est opposant seulement si on est radical. Non mais attendez, c'est la pire des bêtises qui existe. D'abord, c'est quoi être radical? Ne pas collaborer avec le pouvoir. C'est une grosse bêtise, puisque explicitement ou implicitement, les gens vivent dans un système, si vous voulez. Que l'on l'agrée ou pas, on vit dans un système. Maintenant, que l'on le magnifie par des actes, par des positions de décision, c'est autre chose. Mais d'un point de vue purement intellectuel et académique, ça ne tient pas la route. C'est quoi opposant en réalité? Il ne faut pas qu'on se trompe. Non. Le débat n'a même pas lieu d'être. Vous avez vu, quand vous allumez
mettez la clé sur un véhicule qui est agrippé pendant longtemps, ça ronfle la faute très fort. Hein, et puis, il faut remettre toute la mécanique en route. Et tout ce qu'il y a, un peu comme dans un être humain, je vais rentrer dans la chirurgie, qui a subi une grosse chirurgie vasculaire. Il faut un certain temps pour que le tube digestif reprenne, ainsi de suite. Quand il a repris, il retrouve un rythme à peu près tranquille. Alors, replaçons-nous dans le contexte, si vous voulez, parce que on peut aller très loin. Quand je parle de replaçons dans le contexte, commencez par une observation assez simple sur toute la diaspora militante, progressiste et révolutionnaire qui fait le quartier latin en Afrique, qui fait les rues de Londres ou de San Francisco ou de Chicago ou encore de Harvard. Ils portent la contestation, c'est un nationalisme exacerbé, et ils reviennent en Afrique, ils sont confrontés à des réalités de terrain. Du coup, d'abord, le discours change. 2, les attitudes à l'égard des populations changent. Ils sont dans des réalités qu'ils n'avaient pas imaginées, qu'ils ne connaissaient même pas, dont ils avaient simplement des bribes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Prenez le contexte d'un pays, on dit, c'est un Cameroun sous tutelle qui devient indépendant en 1960. Il y a un mouvement de rébellion nationaliste et il y a un mouvement nationaliste qu'on a contraint à la rébellion. L'UPC n'est pas militariste au départ. On a contraint l'UPC à la clandestinité et à créer même une branche armée qui n'était vraiment pas une armée, il faut être clair là-dessus. On a massacré tous les leaders au pays et à l'étranger, on les a liquidés. Et puis, on dit, il faut construire un État. Et on vous dit même qu'il faut construire la nation. On vous dit qu'elle n'existe même pas. Et on vit dans ce contexte où vous êtes obligé d'avoir un parti unique. Parce qu'on dit, multipartisme et tout, voix dissonante, c'est pas bon. Là, maintenant, on est en train de construire. Attendez qu'on construise. C'est un peu la logique. Et un jour, vous avez un déclic, on vous dit, on libéralise, on va faire la rigueur, on va faire la moralisation, on va ouvrir. En fait, on va retrouver les chemins d'antan. C'est un peu déjà temps. On a avancé beaucoup maintenant pour ouvrir. Les idées sont avancées, les proclamations sont faites et tout, un certain nombre de décisions même sont prises. Tac, c'est le départ. Vous avez vu un marathon au début? Après 5 km, voilà la réalité. Parce qu'on se rend compte d'abord, de ce que le corps ne peut pas supporter un mouvement violent, continu pendant un certain temps, sans l'orchestrer, sans s'organiser, sans le rythmer, sans s'adapter. On se rend compte ensuite, tiens, la distance est peut-être assez longue, il faut ménager ses forces. On se rend compte enfin, mais les concurrents, c'est pas ce qu'on croyait. Il y a des gens bien forts, j'ai voulu aller un peu plus vite, mais je vois que ça va pas aller. Donc, il faut que je me organise stratégiquement dans la course. 82, c'est le signal. Pays ouvert, ainsi de suite. Et puis, quand on ne s'attend pas, un parti politique est né. C'est un choc. Tiens, ça veut dire qu'on pouvait le faire. Dans le même temps, n'oubliez jamais la loi sur les associations, le train des lois sur les libertés, la loi sur la communication sociale, les lois sur l'autonomisation des professions, ainsi de suite. On libéralise, les avocats doivent se gérer, les experts comptables, les ingénieurs, ainsi de suite. On peut créer une association, des GIC. C'est très important tout ça. Du coup, dans le même temps, il y a un certain extrémisme, doublé d'amateurisme, d'aventure et d'abus de confiance. Tout le monde se lève, des vrais et des faux. Les premiers partis politiques, c'est d'anciens fonctionnaires, des retraités, des gens frustrés, chacun a un compte à régler.
Ça tient, ça sonne Dieu. J'étais à la coordination des partis politiques, des associations. Les débats, c'était quelque chose d'impensable. Et puis quand les gens ressortaient, vous redécouvriez tous leurs défauts. Certains n'avaient rien à manger, d'autres c'était des parfaits sous-là, des bordels, ainsi de suite. Voilà la réalité. Très peu de gens étaient sérieux dans cette affaire. Et... Ah non, non, non. Biya must go, Biya doit partir. Non, 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 non. Au Congo, Sassou, ailleurs, tout ce monde-là. Vous faites, on ne veut plus, machin, Kérékou. Non, non, Mobutu. Voilà comment on fonctionne à l'époque, en réalité. Jusqu'à ce que l'on se rende compte de ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir dans quel contexte? En Afrique. Avec quel genre de résistance? Des féodalités terribles sur lesquelles on vient se casser la tête au fur et à mesure. On vient se casser la tête. Le vrai pouvoir qui tient la manette, qui tient les cordons de la bourse, qui peut décider qu'il fera chaud, il fera froid sur vous. C'est ce qui se produit. Du coup, on a lancé de très grandes messes et qui sont vides en réalité. On n'a aucun pouvoir d'imposer un autre pouvoir. Le compte du pouvoir est devenu un pouvoir complètement extraverti, sans aucune emprise sur la réalité. Et avec le temps, on vous mettra au défi. On dit, je suis avec Pierre Flamou Gayap, les rédacteurs des 18 points de conditionnalité au palais de Congrès de Yaoundé, c'est l'UFDC qui reçoit la coordination. On s'est réunis de 17h à 5h le matin et on va poursuivre la réunion au siège de l'UFDC à Tinga. Gayap et moi, nous sommes choisis à 1h le matin pour aller mettre au point, reprendre, mettre au propre les 18 points. Parce qu'il y a eu la tripartite et il faut aller aux élections législatives. C'est les premiers qui sont multipartistes. Nous sommes 14 partis d'opposition et 27 associations. On décide, on n'y va pas. On est radical. Si le régime ne fait pas ci, on ne va pas. Si le régime ne fait pas ci, on ne va pas. 18 points. On a quel pouvoir pour dire ça? Zéro. Le rapport de force nous est favorable? Nul. L'analyse du contexte nous le permet-il? Non. Chaque matin, on écoute LFI et la BBC pour qu'on parle un peu de nous. Ils sont avec nous, la France est avec nous. Voilà ce qu'on fait. Et les élections ont lieu. Sans l'opposition. 1997. Non! 91. Oui. Sans l'opposition. Ce pouvoir à l'époque ne connaît même pas comment on organise une élection. Anzi Tungé, ministre de l'Intérieur. Ils ne savent pas comment on triche, ils ne savent même pas. En réalité, ils sont honnêtes, ils étaient naïfs. On rate le coche. C'est peut-être le seul point noir dans la carrière politique de Fondi. C'est le moment où le destin du Cameroun aurait pu basculer en réalité. Nous n'y allons pas. Nous n'y allons pas. Conséquent, l'UNDP de Bello Bouba, qui était avec nous. L'UDC de Ndamioya, qui était avec nous. L'UNDP va à l'élection législative et prend 88 députés, presque tout l'Ouest. Le SDF n'y est pas. L'UFDC n'y est pas. Les principaux partis d'opposition n'y sont pas. Quelle erreur, mon Dieu. Dakolé prend 6 députés. Et avec les 6 députés, il tient tout le pays. Et ça, si vous vous rendez compte un peu de l'erreur. Puisque par la suite, l'élection municipale qui arrive, on rafle tout, l'opposition rafle tout. L'opposition rafle Douala, rafle tout à l'ouest, rafle tout au nord-ouest, rafle presque tout au nord.
Donc, si on était allé à la première élection multipartisme législative, le destin du Cameroun changeait. On n'y est pas allé. Ça, ce sont des enseignements importants. Un an après, en 92, il y a dans l'élection présidentielle, on crée l'Union pour le changement. C'est la coordination de qui décide du candidat. Naturellement, c'est Nidon Foundié. Bien. Là encore, le pouvoir a parlé. Quand on va en 92, à ce moment-là, le pouvoir est déjà suffisamment préparé. Ah, ces gens-ci viennent maintenant. On vivra la deuxième erreur de Nidjon Foundié. Quand il dit sa deuxième erreur, notre deuxième erreur. Parce qu'en réalité, Foundié est notre otage. Il a beau être fort de caractère, il est l'otage des intellectuels radicaux que nous formons en réalité. Avec une pléiade d'associations, c'est pas Foundié qui donne les conférences. C'est les Sanda Tomé, les Sindjoun Pokam, les Charlie Gabriel Bok et tout ça. C'est nous qui donnons les conférences. C'est nous qui conditionnons l'opinion. Les Ndjekam Tchameni, les Wato, les Nietzsche. C'est nous qui parlons. C'est nous que l'opinion suit. C'est nous qui enfermons Foundié dans cette boîte-là. L'élection présidentielle, pour la première fois sur le continent, un chef d'État admet qu'il n'a pas eu 50%. Paul Biya déclare les résultats gérés par le ministère de l'Intérieur lui donnent 49% et 46% à Nidjon Foundié. L'opposition dira, nous avons crié sur tous les toits que c'est nous qui avons gagné. Peu importe, c'est le pouvoir qui a organisé les élections. On ne peut pas les organiser pour les perdre. Il faut être réaliste. Présidentielle surtout. Et malgré cela, le chef de l'État dit, et ça c'est la deuxième erreur historique de Nidjon Foundié, il dit, on fait un gouvernement d'union nationale. Je vous tends la main. Venez, on fait un gouvernement d'union nationale. Nous, on dit, zéro, on n'y va pas. Rendez-nous notre pouvoir volé, c'est notre mot d'ordre. Réunion sur réunion à Bamenda, on peut mourir en route. Parce qu'entre-temps, en plus, François Sengako nous a rejoints avec toute son équipe du RDPC qu'il avait autour de lui. On a vu arriver dans nos bureaux, dans nos sièges, chez nous à domicile, des gens comme Tekimbouma, qui viennent nous renforcer, parce que tous rêvent d'un autre poste, d'une réunion sur réunion à Bamenda. Nous avons refusé d'aller au gouvernement. C'était une erreur catastrophique. L'histoire ne nous pardonnera jamais. Je le dis haut et fort parce que j'étais un des acteurs idéologiques, même un des tout premiers acteurs idéologiques et doctrinaux. C'est nous qui enfermons Foundié dans ce radicalisme-là. C'est nous. On n'est pas à l'élection. La suite, vous le connaissez. Dès les prochaines législatives, le SDF entre à l'Assemblée nationale avec 43 députés. Du coup, les Mbandam sont vice-présidents, président du groupe RDPC à l'Assemblée nationale, du groupe du SDF. L'argent commence à couler à flot aussi, c'est très important, et on découvre la réalité du pouvoir. Avec ce tournant, Foundié est obligé de s'aligner. Parce que nous nous sommes rendus compte, et il se rend compte, qu'avec lui ou sans lui, donc avec nous ou sans nous, le Cameroun va avancer, comme le pouvoir l'aura voulu. Il faut s'organiser autrement.
Il faut rentrer dans une collaboration tactique. Il faut refaire tout sur le plan de l'analyse et de la compréhension du contexte. La stratégie du SDF change à partir de ce moment-là. Foundi accomplit à ce moment-là ce qu'est la politique en Afrique, ce qu'est l'Afrique, ce qu'ils doivent faire pour aider les gens et comment on doit se comporter. En fait, c'est la naissance du pragmatisme et le rejet du dogmatisme. Ce n'était pas une trahison. Pas du tout. Ça, je mets qui que ce soit au défi. Parce que je parle comme un des acteurs, je parle de l'intérieur. Ça, c'est des petits-enfants de rien du tout, qui sont nés hier, qui n'ont assumé aucune responsabilité. C'est pour d'autres personnes qui n'ont jamais géré un syndicat, ni même une association d'étudiants, même pas une tontine de quartier. Et je redis ce que Fauchive m'avait dit, mon fils, gérer un État, un pays, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Gérer un pays aussi compliqué, aussi complexifié, aussi diversifié que le Cameroun, ça relève de la magie, de quelque chose, d'une mission impossible. Il m'a dit, mon fils, comme tu me vois là, je ne dors pas. Parce que le prix que nous payons pour nous-mêmes, comme sacrifice, pour maintenir le peu de stabilité que vous voyez là, le peu de sécurité est énorme. Quand vous parlerez à un Ogondo, il vous dira autre chose. À un Bamileke, il vous dira autre chose. À un Sawa, il vous dira autre chose. À un Bassa, c'est tout ça qu'il faut essayer de contrôler et de souder. Foundi réalise même d'ailleurs, parce que j'ose pas vous révéler certaines conversations. Foundi est immensement, il est tellement sollicité. Il est à la croisée des chemins, mais les gens ne comprennent pas le drame qu'il vit. J'ai assisté à des entretiens avec le père Kadi, où le père Kadi lui a dit carrément, au fait, ton problème est où? Tu veux qu'on fasse quoi? Maintenant, tu veux quoi? Parce qu'à plusieurs reprises, il a dit, je croyais que les Bamileke me soutenaient vraiment, mais quand je demande qu'on me donne l'argent, on ne me donne pas, je dois me débrouiller seul, je dois faire ci, alors que ce sont eux qu'on attaque, ce sont eux qu'on vise beaucoup, c'est eux qui ont les affaires. Et puis je me souviens très bien, j'ai assisté à cet entretien, le père Kadi a dit, en fait, tu veux quoi? Tu veux au juste quoi? Tu veux qu'on te donne quoi? Qu'est-ce qui te dérange tant? Nous, on voit le pays avancer, ainsi de suite. Moi-même, j'ai fait les affaires. Toi, tu fais les affaires, il doit te poser la question. Tu fais les affaires comme je fais là? Parce que les choses que moi, je peux te dire, toi, tu ne les connais pas non plus. Père Kadi l'a mis au défi, si vous voulez. C'est quelqu'un qui émerge comme le soleil dans la nuit. Et du coup, tout le monde s'agrippe. On lui demande trop. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le même temps, il reçoit à Yaoundé, à Bamenda, des émissaires de l'étranger, des émissaires américains, des émissaires canadiens. Il reçoit des dignitaires camerounais. Chacun vient lui dire, on fait ceci, on fait cela. Chacun vient le sonder, ainsi de suite. J'ai assisté à des réunions où le chairman est arrivé, du début à la fin, il n'a rien dit. En entendant les gens parler, il se rendait compte que tout le monde était hors sujet par rapport aux réalités. Donc quand j'entends quelques petits enfants aujourd'hui dire trahison, j'ai une amie des États-Unis qui m'écrit, ouais, ben, c'est un bandit, il a vendu le nationalisme camerounais, d'autres. J'ai admiré, par exemple, la déclaration de Cabral Libi, qui a dit, il nous a préparé le terrain, et de Kawala. J'ai trouvé ça très honnête. Les deux ont fait les déclarations les plus honnêtes. Pour ça, nous allons parler de la question tribale. Oui. Et avant d'y arriver, je vais vous poser la question, est-ce que John Foundi a souffert de son anglophonie? Écoutez, c'est comme pour vous, vous pourriez me demander, est-ce que j'ai souffert d'être Bamileke? Mais je dirais simplement, chacun de nous, qu'il soit Boulou, Bassa, Kirdi, Fulbe, Bakweri, qu'il soit Batanga,
Sawa, chacun de nous a souffert. Pas d'être cela, mais d'être Camerounais. Parce qu'être Camerounais, c'est être arc-en-ciel. C'est d'une complexité inouïe, si vous voulez. Dans nos veines ne coule pas un sang simplement rouge. Dans le sang d'un Camerounais coule un sang confus, diffus, de toutes sortes de couleurs. Et quand bien même il est rouge, sa composition n'est pas unique. Sa composition est terriblement diversifiée. Vous savez, j'ai connu des situations extraordinaires où quelqu'un se présente et me dit « En réalité, je souffre comme ça parce que mon frère est à cet endroit-là. » C'est à peine croyable. Hein? Un Bamileke vient vous dire « Si c'était un bêtis qui était à cet endroit, j'aurais eu le service que moi je demande. » Oui, on l'a souvent dit. Oui. J'ai reçu des Mbamois qui me disent « Si le Mbam est comme ça, c'est la faute des Mbamois. » Les Mbamois sont très méchants. Vous recevez un Bassa, il vous dit exactement la même chose. Ouais. Vous recevez quelqu'un du Nord, il dit vraiment, c'est le Nord là, c'est Bello Bouba qui a gâté tout ça. Professeur, oui. Peut-être que nous sommes victimes de notre structure sociale qui veut que des élites à un endroit aient la représentation au sommet de l'État et finalement décident pour rester là où ils sont de vicier les cadets, les jeunes qui sont de la même circonscription et qui seraient brillants. Attendez, je peux vous renvoyer aux thèses centrales de deux personnes fondamentales. Ateba Yéné sur les turpitudes du pays organisateur, Gabriel Lep sur le village électoral. Je peux encore aller plus loin. Sinjung Pokam, la philosophie à l'ère du soupçon. Donc, non, je crois que c'est un fait, si vous voulez. Nous sommes dans une société d'indigence. L'indigence conduit à la fragilisation des convictions et à la prostitution de la pensée. Très important, je répète. L'indigence conduit à la fragilisation des convictions et à la prostitution de la pensée. C'est fondamental. Et il n'y a pas d'identité ferme, authentique, dans une société d'indigence. Il n'y a pas de dignité ni d'honneur. Les sociétés d'indigence, comme on dit, existent avant l'arrivée de la honte. Et le crime même de la haine tribale est un crime spécifique qu'il faudrait décomposer contextuellement pour comprendre pourquoi il existe. Il n'existe que parce que on concilie mal les diversités qui auraient pu constituer une richesse. On les exploite, on en fait un tel mauvais usage qu'en réalité, ces diversités deviennent des bombes à fragmentation. Et vous savez, vous lancez une bombe à fragmentation, elle n'a pas de recours à un repère identitaire pour ce qui concerne les dommages collatéraux. Elle frappera n'importe qui, même si c'est le Bamileke qui l'a lancé. Elle frappera le Bamileke, le Bassa, et ainsi de suite. Je suis sur une histoire de 600 containers de poissons de congèle au port de Douala. Je continue de me demander comment c'est arrivé que on parle d'un sabotage de ces containers. C'est le premier opérateur du poisson au Cameroun. Est-ce que c'est une main noire qui a voulu manifestement que le poisson soit pourri et qu'on le livre aux Camerounais? Est-ce que c'est l'opérateur qui a abusé du temps de stationnement et puis créé une situation qui a fait que des gens se fâchent et débranchent les conteneurs? Et à chaque lecture, il faut faire très attention. Je continue de réunir les éléments sur ce dossier. Chaque fois qu'il faut se lever au Cameroun, il faut faire extrêmement attention. Dans toutes les situations, on peut coller un préjudice tribal. On peut développer un discours ethnique. On peut construire toute une montagne, en réalité, de faits, de méfaits, de facteurs, de paramètres qui vous amènent au résultat que l'on veut. Il faut faire très attention. Ce que je peux vous dire, c'est que par principe et au regard
de la priorisation de l'identité régionale et ethno-tribale au Cameroun, oui, Frondi a souffert du fait d'être anglophone. Parce que j'ai entendu des gens dire un anglophone ne sera jamais président du Cameroun. J'ai entendu des gens dire les Bamenda c'est toujours comme ça, ils sont brutaux, ils sont désordonnés. J'ai entendu des gens dire mais ils ne savent même pas parler français, mais les francophones parlent moins anglais que les anglophones parlent français. J'ai entendu toutes sortes de choses. Mais en réalité, il faut relativiser. C'est à cause de nos complexités. C'est le fruit du tamponnement des contradictions dans la diversité. C'est tout. Ce n'est pas foncièrement que le fait d'être anglophone a créé une situation telle qu'il puisse être marginalisé ou rejeté ou bien combattu. Mais si vous faites une analyse globale, une analyse utilitaire, en prenant le rôle historique joué par Frondi dans l'émergence, la renaissance d'un nationalisme camerounais, dans le contexte d'un pays qui s'ouvrait avec l'avènement de Paul Biya. Mais je ne pense pas qu'il y ait un autre populiste qui ait égalé Frondi dans le temps contemporain, si vous voulez. Il a rallié le sud, l'est, le centre et tout, le nord. En dépit de ce qu'on a pu dire, le triangle utile du pouvoir, non. En 90, le Frondi qui naît, le Frondi qui se lève le 26 mai 1990 à Bamenda, c'est un Frondi national. C'est le soleil de la République, si vous voulez. C'est le pôle d'expression des attentes de la nation. Ce n'est pas un anglophone qui s'est levé, si vous voulez. C'est d'ailleurs en cela que les médias commettront une grosse bêtise et battront en retraite très vite, très vite. Et dans le même temps, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le chef de l'État actuel a très vite intégré le phénomène du SDF dans sa démarche stratégique et dans son raisonnement politique pour en réalité réorganiser la scène politique camerounaise en prenant en compte ce que ça pouvait exprimer, ce que ça pouvait révéler. J'attire votre attention sur le fait que l'émergence violente du discours sécessionniste dans les deux régions arrive avec l'affaiblissement du SDF. Ça arrive au moment où Frondi, en réalité, est malade, affaibli et passe la plupart de son temps à l'étranger. Ça arrive au moment où, en réalité, le SDF n'a plus la même capacité à s'exprimer, à jouer le rôle de contre-pouvoir, de marmite, de couvercle qui dit « mettez-vous sous moi, on va avancer. S'il faut poser un problème spécifique de ces deux régions, je poserai en même temps que je poserai le problème du Cameroun. » En général, c'est quand Frondi s'affaiblit. Ça, c'est une observation absolument imbattable. On peut rien faire là-dessus. Et la disparition de Frondi Fodder, un à un, comme les Bandam, ainsi de suite, a montré qu'il y avait un certain vide. Des extrémistes expatriés se sont enfoncés là-dedans, si vous voulez. Les Mouna n'auraient jamais eu un mot à dire si Frondi était resté encore très très fort. Ça, c'est fondamental. Donc, eux, ils n'émergent, ils n'apparaissent que parce que Frondi est affaibli par la maladie, parce que le parti lui-même, en réalité, en se recentrant, en se réorganisant, en épousant les voies pragmatiques qui, certainement, constituent la meilleure approche stratégique pour une transition pacifique et non violente, a créé une espèce de sensation d'insatisfaction chez les gens qui n'avaient pas très bien compris l'évolution, à la fois du pays et de ce parti. Non, non, pas du tout. C'est dit qu'il a souffert ou qu'en réalité des préjudices ont pu résulter du fait qu'il était anglophone, c'est à la fois oui et non, mais c'est surtout non en mettant en avant le rôle moteur dans la résurgence, la renaissance du nationalisme camerounais. Est-ce qu'on peut considérer que le SDF a été une révolution sur la scène politique camerounaise? Oui, à plus d'un titre. Parce que au moment où on brandit le power to the people, il n'y a rien d'autre à la place. Il y a eu l'UPC, après c'est le grand vide. Après, il n'y a pas de contre-pouvoir.
Après, il y a simplement 85, l'UNC qui continue en devenant le RDPC, pour mieux se coller à Paul Biya et au discours du président actuel. Après, il n'y a rien d'autre. C'est une révolution. Le SDF est une révolution dans l'histoire du Cameroun. Ça, il n'y a rien à faire. C'est consigné, c'est écrit, c'est comme ça. Et Froundi, c'est un révolutionnaire et un nationaliste absolument imbattable, parce que c'est par lui que passe la Renaissance, en réalité. C'est par lui qu'on reparle d'une vie politique animée. C'est par lui qu'on reparle d'alternance et d'alternative politique. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une histoire comme ça n'est pas écrite? Ça me choque. Ça me choque beaucoup. J'avoue que dans mon livre Mémoire des années de Braise, ma rencontre avec Jean Fauchivet, il y a une partie, mais une partie seulement, si vous voulez. J'ai fait l'effort d'écrire une partie, mais je crois que je dois encore l'écrire. Fondamentalement, je dois l'écrire. Ça m'embête toujours de voir les gens comme Henriette Ekwe, Anissé Ekane et tout ça, même Jean-Jacques Ekindi, je ne parle pas de Dika, Niabolabela qui est mort maintenant, qui était... oh là là, c'est quand on reçoit... c'est chez lui, à Yaoundé, que nous fondons l'Alliance nationale pour la conférence nationale. L'Alliance pour la conférence nationale. Parce qu'on était, la coalition est dissoute officiellement par le gouvernement. Donc on crée l'Alliance des partis d'opposition et des associations pour la conférence nationale. On l'a créé, c'est Dika, chez lui, à Yaoundé, qui reçoit ce jour-là. Et c'est la nuit. Et je me souviens, c'est ce jour-là que Jean-Jacques Ekindi rallie l'opposition. Ça, c'est une histoire à écrire. Lui qui a été patron du RDPC en littoral, il rejoint l'opposition ce jour-là, la nuit. Nous voyons arriver Jean-Jacques Ekindi, il avait déjà tout négocié avec les leaders. Et, vous savez, vous demandez aux jeunes là qui font les motos, je vois les voir qui vont dans les meetings, je les vois animer tout, ils ne connaissent rien de tout ça. Vous demandez qui a été dit Kanya Bolabel, ils ne connaissent pas. Quel rôle a même joué Jean-Jacques Ekindi, ils ne connaissent pas, si vous voulez. Ils ne connaissent rien. D'où vient Kodok Frédéric, ils ne connaissent pas, il a été quoi. Quelqu'un pourrait faire une thèse sur l'histoire politique camerounaise. Ah oui, mais attendez, il faut bien la faire, si vous voulez. Oui. Malheureusement, j'ai trop de livres qui se bousculent dans ma tête, mais je crois que je prendrai le temps de m'asseoir pour mieux séquencer tout ça et écrire quelque chose qui soit acceptable, si vous voulez, qui renvoie déjà à ce dont j'ai été témoin, à ce que je connais personnellement. Je vous prendrai une des dernières sorties de Froundi. Je vais lui rendre visite chez lui, à Yaoundé, et il est très très attristé. Et il me dit qu'il venait de recevoir 2 députés. Il dit un de ces députés, c'est un vrai voyou. Il dit c'est un jeune qui ne comprend rien. Il est venu me dire que oui, les gens lui disent partout que le parti doit refaire les marches et tout ça. Il me dit, Chanda, toi tu es mon enfant, et c'est que tu n'es pas bête. Mais vous, qui n'avez lu que les livres là à l'école, machin, tout ça, vous ne connaissez pas très bien ce pays. Même la politique là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et ils sont venus me dire marche. Est-ce qu'ils savent que les marches dont ils parlent dans le contexte, c'est la guerre? Il dit il y a déjà la guerre au nord, il y a la guerre partout. Ils veulent la guerre à Yaoundé. C'est ce qu'ils sont venus me dire. Ils veulent la guerre. Mais ceux qui parlent de la guerre, est-ce qu'ils peuvent faire la guerre? Il me dit ça. Il dit la guerre, c'est être prêt à mourir. Ils sont prêts à mourir, les gens que j'ai vu venir ici, là. Pour donner même simplement 10% de leur argent au parti, c'est la mort. Et parce qu'ils veulent jouir avec les femmes, avec les boîtes de nuit, les belles voitures. Et ils veulent la guerre. Ils viennent dire, Froundi doit décréter les marches pour la guerre. Il a dit que non. Quand lui, il parle du Cameroun, il parle sincèrement du Cameroun parce que we are one country. Il dit ça. Il n'y a pas un autre. Alors, s'ils veulent détruire celui-ci, qu'ils me disent où ils iront mettre leurs enfants, et moi-même, Froundi, où est-ce qu'ils iront me mettre?
authentique. Ça, c'est tellement fort. Ce n'est pas le Froundi. À la limite, même, quand on parle même de dogmatisme au départ, je pense qu'il y a une critique à refaire là-dessus. Je pense qu'il n'a même jamais été dogmatique. Je pense à Bamenda, 26 mai 1990. En fait, Froundi veut une république juste. Il veut un État réellement démocratique. Il veut une société réellement ouverte. En fait, il en appelle tout simplement à l'application du programme que Paul Biya s'est imposé en faisant la déclaration sur la rigueur et la moralisation, l'ouverture et la transparence. Pour ça, on va sortir par là. Je profite de l'occasion pour présenter aux téléspectateurs votre titre les nationalistes africains à l'épreuve, sous-titré « Stratégie et tactique pour le pouvoir ». Dernière question. Professeur, quand on a fait 30 ans de pouvoir, 30 ans d'opposition, est-ce qu'on n'a pas manqué de stratégie? Non, je ne crois pas. Pas du tout. Vous savez, je pourrais vous renvoyer à François Mitterrand ou encore à Jean-Jacques Chirac, ou à Jacques Chirac, qui quand il dit à Giscard d'Estaing, pas à Giscard d'Estaing, pardon, quand il dit à François Mitterrand, je n'ai plus les moyens de ma politique. Pour mieux se préparer, il devient président par la suite, ou encore à François Mitterrand, qui en réalité, depuis la CFIO, bat les pavés et tout, passe par toutes sortes d'alliances, y compris avec la droite et ainsi de suite, pour devenir président après 40 ans de vie politique. Je ne crois pas. Parce que, vous savez, c'est des questions... Je suis confronté à la même chose. Des gens viennent me dire, mais et comment ça se fait que tu sois en dehors du gouvernement? On comprend. Mais non, pas du tout. Je ne crois pas. Il n'y a pas une logique dans la progression sociale. Parce qu'au lieu du politique, il faut parler du social. Il n'y a pas une logique de progression. Il n'y a pas un temps qui constitue un point de réussite ultime dans l'évolution sociale. Pas du tout. Sinon, en réalité, chaque instant de notre vie, chaque position, comme on dit religieusement, on dit merci quand on s'est réveillé le matin. Parce qu'on a gagné une vie. Un jour de plus. On s'est levé, si vous voulez. Chaque fois que vous rentrez chez vous le soir, vous avez fait... C'est un accomplissement. Vous êtes encore vivant. Mais 30 ans d'opposition. Alors, il faut savoir, quand vous dites opposition, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une attitude de développement de contradiction par rapport à une situation donnée, à une situation consacrée, qui elle-même n'est pas une situation définitive, qui est une situation de circonstance. Chaque pouvoir est contextuel. Donc, chaque position sociale et politique est contextuelle, si vous voulez. Je suis confortable dans mon fauteuil. Je m'appelle Sanda Tomé, avec mes titres et qualités, mes moyens d'existence et tout. C'est un point ultime, en réalité, dans l'accomplissement de ma vie. Je n'irai pas chercher ailleurs, si vous voulez. L'opposition, non. Et c'est pour cela, quand on en revient à la tactique et à la stratégie, pour se demander, est-ce qu'il existe un processus linéaire d'accession à un point de réussite? Si l'émergence jusqu'à un pôle, une capacité de l'attitude de décision sociopolitique est l'accomplissement ultime, est-ce qu'il existe une logique, une technique? Est-ce qu'il existe des théories, des théorèmes, des modèles? Est-ce qu'on peut retracer une typologie qui bâtit la voie modèle? Ça n'existe pas. Non, pas du tout. Quand vous dites 30 ans d'opposition, c'est 30 ans d'existence, c'est 30 ans de travail dans la construction sociale, c'est 30 ans de contribution à la compréhension, à l'élargissement, à l'émancipation des populations. Je ne crois pas, pas du tout. Parce qu'en fait, dans votre logique, s'il faut répondre à cette question de manière directe ou indirecte, d'abord de manière directe, on dirait, Froundi a fait 30 ans d'opposition, il a échoué, il n'a pas été président de la République. Mais non, pas du tout. Froundi a joué un rôle énorme
Et quand je vous ai dit, je reprends les déclarations de Kawala, je reprends les déclarations du jeune Cabral Libi, qui, dans leur déclaration, Kawala, j'ai appris auprès de lui, et c'est lui qui m'a fait politiquement. Et l'autre de dire, mais c'est lui qui a préparé le terrain pour que nous, on arrive. Ça, c'est fondamental. Chaque génération, chaque individu pose sa pierre, accomplit une mission précise. Elle accomplit bien ou mal, mais elle accomplit. Foundi a accompli la sienne, mais alors pleinement. Merci infiniment, professeur Chanda. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est sur ces phrases assez fortes que nous allons arrêter notre émission en nous disant que nous devons nous débrouiller pour connaître notre histoire. Et ce qui n'est pas écrit, nous devons l'écrire. C'est de notre devoir. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV.